Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pod Conseil. Aujourd'hui, nous allons parler sous-semis, un sujet d'actualité, surtout dans le cadre du plan climat vaudois 2025 qui prévoit une contribution de 400 francs par hectare et par an pour ces pratiques. Du blé à l'orge en passant par le maïs ou encore le tournesol, la liste des cultures concernées est longue. Mais pour réussir son sous-semis, il faut veiller à bien choisir ses espèces, son moment et sa méthode de semis. Et pour en parler, je serai accompagné par Dimitri Martin, conseiller en production végétale chez ProConseil. Dimitri, bonjour. Bonjour. Alors j'ai envie de commencer le sujet par déjà la question de base, c'est quel est l'intérêt majeur des sous-semis ? Alors les sous-semis vont être mis en place, comme leur nom l'indique, sous une culture en croissance. Le but, c'est d'implanter précocement un couvert qui sera donc déjà implanté à la récolte de la culture et qui se développera ainsi plus rapidement, permettant ainsi une production de biomasse plus importante. C'est le premier des avantages. Le deuxième, c'est que les sous-semis seront mis en place souvent dans des contextes sans herbicides. Et dans ce contexte-là, on implante des espèces que l'on connaît et qui vont entrer en compétition avec les adventices. Donc on les connaît, on sait les gérer après, on sait la pression qu'elles vont apporter et ça va limiter le développement d'autres plantes indésirables. Donc on a gagné du temps de croissance, limité les développements d'adventices. Est-ce qu'on pourrait aussi avoir d'autres intérêts qu'on pourrait attendre des sous-semis, notamment, on va en parler plus tard, mais la question des légumineuses, donc niveau de l'azote dans la rotation. Voilà, ensuite on peut évoquer l'utilité de ces sous-semis. Qu'est-ce qu'on va en faire ensuite après la récolte, vu qu'ils seront en place, ils vont se développer, donc ça peut être utilisé soit comme couvert végétal, comme engrais vert. Dans ce cas-là, on le verra tout à l'heure, les plantes utilisées sont plutôt des légumineuses, donc on va avoir un avantage au niveau des restitutions azotées, vu que ces légumineuses vont avoir un taux de croissance important, un système racinaire plus développé, et donc des reliquats azotés qui seront plus importants. Et ces plantes peuvent également être valorisées en dérobé, donc comme fourrage. En fonction de la croissance de la végétation, on pourra utiliser le produit pour nourrir des animaux. Et puis ça a aussi tous les effets de la couverture des sols, une meilleure structure du sol parce qu'on a des racines, et puis ça peut aussi valoriser les nitrates en sortie de culture selon ce qu'on a sous-semé. Effectivement, ça va permettre d'éviter un travail du sol pendant l'été durant des périodes très chaudes, donc éviter des grosses chaleurs et des gros rayonnements sur un sol nu. Donc on aura des plantes tout au long de l'année qui seront en croissance, et puis on peut avoir une amélioration au niveau biologique sur son sol avec ces pratiques-là, si le sous-semis s'implante bien. On sait bien aussi qu'à partir du moment où on diversifie les espèces présentes au champ, on va aussi avoir un effet de rupture vis-à-vis du cycle de certains ravageurs et peut-être aussi une barrière vis-à-vis des maladies. Alors c'est une possibilité, effectivement, en diversifiant les espèces et puis les types de végétaux présents sur la parcelle, on aura un effet positif. Attention quand même, il y a aussi des effets qui peuvent être négatifs, notamment au niveau de la multiplication, de la présence de légumineuses dans la rotation, et puis des maladies qui peuvent survenir et se propager, se multiplier dans ce cadre-là. C'est vrai. D'ailleurs, on va en parler un peu plus tard. Là, on évoque beaucoup les légumineuses parce que quand on parle de sous-semis, il faut bien aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on va semer. Alors, qu'est-ce qu'on a à disposition ? Les plantes qui sont les plus utilisées en sous-semis sont effectivement des légumineuses, du fait qu'elles ont une croissance un peu plus lente que les autres espèces. Elles vont mettre un peu plus de temps à s'implanter. On évite ainsi la concurrence à la culture. On évite aussi une concurrence pour l'azote. Donc souvent, on va choisir des légumineuses type le trèfle blanc, trèfle violet, trèfle souterrain éventuellement. On a le lotier, le mélilo qui sont aussi des plantes qui sont utilisées en sous-semis, mais on est principalement axé sur des trèfles qui ont une végétation qui est plutôt contenue et puis qui sont longs au démarrage. Et c'est d'ailleurs ces espèces qui composent la plupart des mélanges qu'on trouve dans le commerce, c'est juste ? Effectivement, c'est tout à fait ça. Les mélanges préconisés en céréales sont composés principalement de trèfle blanc et violet. Plutôt trèfle blanc dans le cadre où on veut limiter le risque qu'on prend du fait qu'ils auront une croissance plus faible, moins de végétation. Le trèfle violet va lui accentuer la biomasse produite, donc on aura un meilleur effet couvert, plus de fourrage potentiellement si l'utilisation fourragère est envisagée, mais par contre un risque un peu plus élevé au niveau de la concurrence à la culture si d'aventure le sous-semis se développait trop. Et puis après, si on parle plutôt culture de printemps type tournesol, maïs, là on sera
plus axés sur des trèfles incarnats qui, eux, ont un développement un petit peu plus rapide sur l'été. Donc on voit bien que le choix des espèces qu'on va planter dépend aussi de la culture principale. On entend aussi pas mal le fait de pouvoir implanter sa prairie temporaire en sous-semis. Donc là, on va aussi introduire des graminées. C'est une possibilité, effectivement. On pourrait implanter directement une prairie en sous-semis. Ici, il faudra faire attention au choix de la prairie, bien sûr. Pas prendre un mélange trop rapide, trop concurrentiel. Les raies gras sont vraiment à éviter dans ce cadre-là. Et donc, on va favoriser une prairie temporaire type longue durée avec des mélanges sans raies gras qui va être plus lente à s'implanter. Et le risque de concurrence est ainsi amoindri. Ce qu'il faut noter à ce stade-là, c'est que le coût du mélange de prairie est relativement élevé et le taux de réussite du sous-semis n'est pas forcément 100%. Donc on prend un léger risque en implantant une prairie temporaire sous la culture de céréales du fait que on n'est pas certain de la réussite de l'implantation. Et de à quoi va ressembler le printemps. Voilà, exactement. En fonction de la météo, la réussite peut varier fortement. Disons que les facteurs de réussite d'un sous-semis sont la météo, l'implantation, mais aussi la vigueur de la culture. Si on a une orge très dense, il y a beaucoup de chances pour que le sous-semis soit moins réussi que si on a un blé plutôt clairet avec des tiges courtes. Et puis si on a un blé avec des variétés qui couvrent beaucoup aussi, c'est peut-être des choses à prendre en compte. Voilà, exactement. On a l'effet culture, on a l'effet espèce, mais aussi l'effet variétal assez fortement présent dans le blé, avec un exemple, le Nara, qui est le blé qui se prêterait le mieux pour une implantation réussie de sous-semis, et un blé très couvrant à l'inverse va beaucoup concurrencer le trèfle qui risque de moins bien s'implanter. On a parlé à l'instant un peu de météo. J'ai envie de dire, la question qu'on peut se poser sur quand semer, c'est est-ce que finalement il n'y a pas une règle un peu générale qui, même selon la culture principale, si on les prend tout en compte, est-ce qu'il n'y a pas un timing et une fenêtre météo qu'on doit respecter qui serait favorable à l'implantation du sous-semis ? Alors une météo humide sera de toute façon favorable à l'implantation du sous-semis. C'est là qu'on arrive dans une sorte de dilemme parce que en général, quand on fait un sous-semis, on est dans un cadre de désherbage mécanique, donc sans herbicides. Et là, on a besoin d'une météo plutôt séchante pour éliminer les mauvaises herbes. Donc, dans un monde idéal, on va pratiquer notre désherbage mécanique, un passage, 2 passages, 3 passages en fonction de la météo, du salissement de la parcelle. Et ensuite, mettre en place le sous-semis. Et puis là, 2 jours après, il pleut. Et puis, c'est le sous-semis qui prend la place alors que les adventices ont été éliminés par le travail auparavant. Et au niveau timing, est-ce qu'il y a aussi un timing à respecter en fonction des herbicides si on n'est pas dans le cadre d'un désherbage mécanique? Est-ce qu'on a des herbicides qui sont peut-être compatibles, incompatibles? Et s'ils sont compatibles, est-ce qu'on doit attendre un certain temps, notamment vis-à-vis de la rémanence de certains produits? Alors au niveau du timing, l'idée est d'implanter le sous-semis au stade à pied 1 cm de la céréale. Ouais. On est plutôt dans la discussion de la concurrence, donc implanter assez tôt pour que le sous-semis puisse prendre sa place avant que la culture couvre complètement le sol, et assez tard pour éviter qu'il s'implante trop et qu'il concurrence la culture à un stade précoce. Donc le stade épi 1 cm reste une valeur d'orientation. Qui est souvent le stade du dernier désherbage. Ça concorde aussi souvent avec le stade du dernier désherbage mécanique dans ce cadre-là. Et puis tu parlais de désherbage chimique tout à l'heure. Les herbicides d'automne dans les céréales permettent au trèfle de se développer quand même au printemps. Après, tout ce qui est herbicide de printemps, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible, vu que la rémanence empêche les trèfles de se développer. Dans le cadre de la contribution du plan climat, on ne peut pratiquer, enfin on ne peut toucher la contribution que si on a fait des herbicides uniquement à l'automne, ou aucun. Donc là, on comprend bien qu'il faut avoir un petit point de vigilance sur quand même l'itinéraire technique et la conduite de la céréale d'automne. Justement, on parle de céréale d'automne, là, mais il y a aussi des cultures de printemps où j'imagine que le mode de pensée va être différent sur quand est-ce qu'on va semer. Alors, en culture de printemps, on parle ici notamment de tournesol et de maïs, qui sont des cultures qui permettent des sous-semis sans être affectés par la concurrence.
Pour d'autres cultures, on va plutôt éviter d'implanter des espèces en sous-semis car elles sont trop sensibles à la concurrence. On parlera pas de betterave ni de soja qui, comme ils sont courts au niveau de la végétation, on préfère éviter. Ouais. Et donc au niveau maïs, tournesol, l'idée, l'orientation, bien sûr sans herbicides parce que là c'est des herbicides qui posent des problèmes pour la levée des trèfles. Donc en conduite sans herbicides, l'idée c'est de l'implanter le sous-semis au dernier passage de sarcleuse. Donc dès que le désherbage mécanique est terminé, on met le sous-semis en place et puis on n'y retourne plus. Ce qui concorde avec une hauteur de culture qui permet le dernier passage de bineuse. Une fois qu'on sait à peu près quand est-ce qu'il faut semer, là j'ai envie de poser la question de comment semer en fait. Est-ce que déjà on doit avoir un petit regard avant sur la sélection des parcelles? Est-ce qu'il faut faire attention si on est en sol lourd, en sol léger? Est-ce qu'il y a des points de vigilance à ce niveau-là à avoir? Concrètement, le sous-semis peut être pratiqué sur tout type de sol. La question sera plutôt est-ce que les parcelles sont propres ou pas, du fait qu'on limite fortement les possibilités de désherbage. Ce serait dommage d'implanter le sous-semis pour ensuite devoir faire un rattrapage avec un herbicide et puis détruire ce qui a été semé. Par contre, peut-être que la structure à la surface du sol est importante. Si on a un sol limoneux, très bâton, avec une croûte importante, on ne va pas réussir à implanter notre sous-semis de manière opportune. Je veux dire, les graines vont rester à la surface, elles ne vont pas être bien enfouies et puis la levée sera très mauvaise. Et puis le désherbage ne serait pas non plus super top. Voilà, alors là on parlait plutôt d'un cadre, je sais pas, une parcelle qui aurait été désherbée avec un herbicide d'automne. On se pose la question, est-ce qu'on va faire un sous-semis ou pas? Si la surface est glacée, poser des graines de trèfle sans travailler la surface du sol va pas forcément mener à une réussite exceptionnelle. Et dans les matériels et techniques, dans les techniques de semis, on a plusieurs types de semis possibles. Les deux grands majeurs, c'est le semoir à engrais et le semoir classique. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là? Alors pour la mise en place de ces légumineuses, c'est des petites graines. Voilà, c'est des petites graines. Les trèfles germent très peu profond, donc l'idée c'est de poser ces graines en surface. Donc semis à la volée, distributeur à engrais, semoir anti-limaces, un semoir à petites graines déposé sur une hersetterie. Tous ces systèmes fonctionnent relativement bien. On parlait tout à l'heure d'implanter une prairie temporaire. Là, je serais un petit peu plus prudent quant à la technique de mise en place. Et puis là, ça vaut peut-être la peine de ressortir un vieux semoir à soc et puis de semer la prairie à une profondeur optimale pour permettre la levée, notamment du fait qu'il y ait des graminées qui, à la volée, se répartissent moins bien et puis qu'elles seraient pas assez enfouies pour pousser. Donc là, j'entends comme un petit paradoxe dans ma tête, c'est que d'un côté, on le fait au moment du dernier désherbage, d'un autre côté, on va mettre des graines en surface. J'imagine qu'on a besoin d'une petite pluie derrière pour venir un peu appuyer le sol sur les petites graines, mais ça va aussi probablement appuyer, refaire lever les adventices qu'on a essayé de désherber. Alors, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux conditions météo optimales. Et il faudrait pouvoir faire le dernier désherbage, semer à la volée, et puis qu'il y ait 3 jours de sec avant la première pluie pour que le dernier désherbage fonctionne bien, et puis qu'ensuite le trèfle puisse se mettre à germer. Voilà, après, c'est des conditions qu'on ne retrouve pas forcément toujours à cette période-là. Un système qui permet peut-être de contourner un peu cette problématique-là serait d'effectuer le dernier désherbage et puis ensuite en semis à la volée, en découplant le passage dessus de la hersetterie. Après, ça a un coût supplémentaire, un passage de plus. On peut implanter le sous-semis par après, simplement à la volée. Les trèfles poussent très bien sans être enfouis trop profondément. Donc voilà. Et il existe aussi des possibilités de semis avec des drones aujourd'hui. Donc même dans des cultures qui, typiquement tournesol ou maïs, qui seraient un petit peu plus hautes, qui empêcheraient un passage facile du tracteur ou du quad, un semis à la volée par drone peut aussi être envisagé. Et puis on entend aussi parler de passage d'un rouleau après le semis. Pareil, j'ai envie de dire, moi ça me sonne comme un petit paradoxe aussi pour aller appuyer un désherbage. Alors effectivement, le passage de rouleau en cas de désherbage mécanique, c'est plutôt à proscrire parce qu'on va favoriser une nouvelle levée. Peut-être un cas particulier, ça serait
justement un désherbage chimique avec un désherbage d'automne, un semis à la volée et peut-être un passage de rouleau en toute fin talage de la céréale pour juste enfouir un minimum ces graines de trèfle. Ça pourrait être un cas dans lequel le passage de rouleau peut se justifier. Et au niveau des densités de semis, pareil, selon les espèces qu'on implante, est-ce qu'on a un peu quand même des recommandations à faire ? Alors, les mélanges du commerce qui sont fournis par vos distributeurs, ils sont préconisés avec des densités de semis qu'on peut normalement respecter. Si on choisit d'implanter des trèfles en pur, des trèfles blancs aux alentours des 3 kg, ça fonctionne relativement bien. En trèfle violet, on monte plutôt à 4 kg vu que les graines sont un petit peu plus grosses. Et puis on mélange, on va adapter la densité de l'un et de l'autre en fonction de la proportion qu'on souhaite obtenir. Je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. Par contre, c'est vrai que dans le cadre de cette mesure plan climat vaudois, elle s'appelle sous-semis et plan de campagne. Alors, on n'a pas parlé des plans de campagne. Est-ce qu'on peut un peu expliquer pourquoi on n'en a pas parlé spécifiquement et pourquoi on en reparlera plus tard ? Alors, la différence entre un sous-semis et une plan de campagne, c'est concrètement le moment de l'implantation. La plante de campagne va être semée en même temps que la culture et se développer en même temps que la culture, alors que le sous-semis est mis en place, comme on l'a dit tout à l'heure, après, en sortie d'hiver dans une céréale d'automne ou bien un stade plus avancé de la culture. Les plants de campagne sont plutôt utilisés avec les cultures de colza, et l'idée serait de refaire une discussion plus spécifique à ce sujet cet été pour préparer les semis de colza de l'automne. Parce que oui, c'est une gestion un peu différente. On a fait le tour du sujet. Est-ce que tu avais des choses à rajouter ? C'est tout bon pour moi. Merci, Edouard. Et voilà, et en conclusion, j'aimerais juste dire que peut-être qu'il faut voir aussi ces sous-semis comme quelque chose d'opportuniste parce qu'on ne sait jamais quel printemps on va avoir. Et c'est vrai que si le sous-semis n'a pas pris, la question de ressemer un couvert en post-moisson, ça peut aussi valoir le coup, juste après la moisson. Alors effectivement, en fonction de la réussite du sous-semis, on va compléter ou non avec un sur-semis pour garantir une couverture du sol qui soit bonne. Alors, à vos semoirs, à vos épandeurs, choisissez votre méthode, choisissez votre timing et votre météo. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Et en attendant le prochain, on vous dit à bientôt.